figure sombre dans l'histoire, mais peu sont aussi reconnus et controversés que Pablo Escobar. Son nom symbolise non seulement l'essor du narcotrafic en Amérique latine, mais aussi une époque marquée par la violence, la corruption et la peur. Escobar a été accusé d'être derrière des milliers d'assassinats, y compris ceux de fonctionnaires, de juges, de policiers et de civils, pris dans sa guerre sans merci contre l'État. Malgré l'horreur qu'il a semée, Escobar a su se forger une image défiant toute logique. Tandis qu'une partie du pays le rejetait comme un monstre, une autre le vénérait comme un sauveur. Dans les quartiers populaires de Medellín, où l'État brillait par son absence, Escobar n'était pas seulement un narcotrafiquant, c'était celui qui goudronnait les routes, construisait des logements et distribuait de l'argent aux plus pauvres. Ce contraste brutal entre le bourreau et le bienfaiteur a explosé le jour de sa mort, et surtout lors de ses funérailles. Ce documentaire révélera avec précision ce qui s'est réellement passé lorsque le corps sans vie de l'homme le plus recherché de Colombie a été enterré. Ce ne fut pas un adieu comme les autres. Ce fut un événement chargé de tension, avec des scènes dépassant toute attente et plongeant le pays dans un état de choc. Le 2 décembre 1993 a marqué la fin d'une époque. Un jour après avoir fêté ses 44 ans, Pablo Escobar est mort lors d'une opération policière à Medellín. L'impact de sa mort a été immédiat et contradictoire. Tandis que dans les hautes sphères du pouvoir on célébrait la fin d'un ennemi public, dans les collines de Medellín, beaucoup pleuraient sincèrement. Pour eux, Escobar n'était pas seulement un criminel, c'était celui qui leur avait tendu la main quand personne d'autre ne l'avait fait. Cette dualité s'est reflétée dans l'annonce de ses funérailles. Sa famille, consciente du lien qu'Escobar entretenait avec des milliers de personnes, a décidé de ne pas restreindre l'accès. Les funérailles ne seraient pas un acte privé, mais une cérémonie ouverte à quiconque souhaitait lui dire adieu. Le rendez-vous a eu lieu dans un cimetière en périphérie de Medellín. Dès les premières heures, la foule a commencé à se rassembler. Gens modestes, hommes d'affaires, politiciens, même des hauts responsables du gouvernement, dont le président, se sont rendus dans ce lieu chargé de symboles. La scène était aussi insolite que révélatrice. Là reposait le corps d'un homme qui avait défié l'État, salué par des milliers de personnes qui, pour diverses raisons, ressentaient le besoin d'être présentes. Certains pleuraient, d'autres se contentaient d'observer, mais tous savaient qu'ils assistaient à un moment historique. Comment expliquer qu'une figure marquée par la violence ait pu rassembler autant de monde? Qu'est-ce qui a poussé tant de gens à suivre un cercueil qui divisait le pays? Et que s'est-il passé lorsque ceux qui l'admiraient se sont retrouvés face à ceux qui le détestaient? La réponse se trouve dans les images du 3 décembre 1993, jour où Pablo Escobar a été enterré. L'annonce de ses funérailles s'est répandue rapidement, transformant la ville en théâtre d'un phénomène social inédit. Personne n'avait anticipé ce qui allait se produire. La famille, consciente qu'Escobar comptait autant de détracteurs que de partisans, choisit de ne pas fermer les portes. Il ne s'agissait pas seulement d'une cérémonie funèbre, mais de la clôture d'un chapitre qui avait marqué toute une génération. L'invitation fut ouverte, sans restriction, et la réponse fut massive. Dès les premières heures de la journée, des milliers de personnes commencèrent à arriver au cimetière Jardín Montesacro, situé en périphérie de Medellín. Certains portaient des fleurs, d'autres des photos. Beaucoup ne portaient rien, seulement le désir de voir une dernière fois l'homme qui avait changé à jamais l'histoire du pays. Parmi la foule se mêlaient des figures qui, dans un autre contexte, ne se seraient jamais croisées. Paysans, commerçants, anciens alliés, journalistes et aussi des politiciens de haut rang. Il a même été rapporté la présence du président de l'époque, César Gaviria, dont la politique avait été décisive dans la chute du chef narco. La scène était confuse, presque irréelle. En un même lieu se retrouvaient le deuil, la colère, la nostalgie et la tension, car tous n'étaient pas là pour lui faire leurs adieux avec affection. Beaucoup étaient venus assister à la fin de l'homme qui avait défié l'État et semé la peur pendant des années. D'autres, simplement, ne voulaient pas manquer un moment qu'ils savaient historique. Pour comprendre pourquoi des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de l'un des criminels les plus redoutés du XXe siècle, il faut remonter dans le temps. Les réponses ne se trouvent pas uniquement dans les gros titres ou les archives judiciaires. Elles se trouvent dans ses origines. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né le 1 décembre 1949 à Rio Negro, Antioquia. Il était le troisième de 7 frères et sœurs,
fils d'un paysan et d'une institutrice rurale. Son enfance s'est déroulée dans un environnement modeste, marqué par l'austérité et le manque d'opportunités. Peu de temps après sa naissance, la famille déménagea à Envigado, une commune proche de Medellín qui deviendrait son premier terrain d'entraînement pour la vie à venir. Dès son plus jeune âge, Escobar fit preuve d'intelligence et de détermination, mais aussi d'un mépris croissant pour les règles. Bien que ses parents aient tenté de lui offrir une éducation formelle, il abandonna le lycée avant d'avoir atteint l'âge de 17 ans. Durant les années passées hors du système éducatif, il trouva dans la rue sa véritable école. Les règles du quartier, la loyauté forcée, la peur comme langage, tout cela façonna son caractère. Avec son cousin Gustavo Gaviria, compagnon inséparable et futur partenaire criminel, il tenta de retourner dans le système éducatif après un temps, mais c'était trop tard. Leur réputation les précédait. Ils étaient considérés comme des éléments perturbateurs. Leur réinsertion fut un échec. Malgré tout, Escobar n'abandonna pas complètement ses aspirations. Il falsifia un diplôme de fin d'études secondaires et parvint à s'inscrire à l'université. Son objectif, étudier le droit pénal et, éventuellement, se faire une place dans le monde politique. Son rêve était ambitieux, un jour devenir président de la Colombie. Mais l'ambition, à elle seule, ne paie pas les factures. Le manque de ressources mit un terme à ses projets académiques et politiques, l'obligeant à abandonner ses études universitaires. Confronté à la misère et au manque d'opportunités, Escobar commença à chercher des revenus par des moyens de plus en plus risqués. Son premier commerce illicite fut aussi insolite que révélateur. Il volait des pierres tombales dans les cimetières et, après en avoir effacé les inscriptions, les revendait comme neuves. Ce fut son premier contact avec le crime comme moyen de subsistance. Mais cette étape ne dura pas longtemps. Séduit par la logique de la violence et du pouvoir rapide, Escobar s'impliqua dans des activités plus dangereuses. Il fonda une petite bande dédiée aux enlèvements à des fins d'extorsion. L'une de leurs premières cibles fut l'homme d'affaires Diego Echavarria, dont l'enlèvement se termina en tragédie. Bien que la famille ait payé la rançon, Escobar ordonna son exécution. À partir de ce moment-là, le groupe abandonna toute tentative de rester dans des limites. Vol de véhicules, trafic d'armes et contrebande devinrent leur nouvelle routine. En 1974, Escobar fut arrêté pour la première fois, mais loin de freiner son ascension, cette arrestation ne fit que renforcer sa décision de plonger à fond dans le monde du crime. Peu de temps après, une nouvelle opportunité apparut sur la carte criminelle de la Colombie, la cocaïne. Au milieu des années 1970, le pays devint une plateforme idéale pour le trafic de drogue, en raison de sa proximité avec les plantations de feuilles de coca au Pérou et en Bolivie. La demande aux États-Unis était en pleine croissance, et les routes étaient encore en cours de structuration. Escobar comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un commerce ordinaire. C'était une industrie naissante qui promettait des millions. C'est alors que, selon diverses sources, il décida d'éliminer celui qui contrôlait le trafic local à Medellín, Fabio Restrepo. Son assassinat, survenu en 1975, permit à Escobar de prendre le contrôle de ses opérations. Avec Restrepo écarté, Escobar hérita non seulement de ses routes et de ses contacts, mais aussi de sa position sur le marché. À partir de ce moment, sa structure commença à se consolider, et avec elle, sa fortune. Les revenus augmentaient, et avec l'argent vint une nouvelle phase dans sa vie personnelle. En 1976, il épousa Maria Victoria Henao, une jeune fille de seulement 15 ans, de 11 ans sa cadette. Peu de temps après naquirent ses 2 enfants, et Escobar commençait à se projeter non seulement comme un criminel en pleine ascension, mais aussi comme le chef d'une famille qu'il comptait protéger à tout prix. Cette même année, sa vision d'homme d'affaires s'élargit. Aux côtés de Carlos Leider et des frères Ochoa Juan David, Jorge Luis et Fabio, il forma le groupe qui donnerait naissance à l'une des organisations criminelles les plus puissantes du XXe siècle, le cartel de Medellín. La stratégie était claire et méticuleuse. Ils achetaient de la pâte base au Pérou et en Bolivie, la raffinaient dans des laboratoires clandestins en Colombie, puis envoyaient le produit fini aux États-Unis, où la demande de cocaïne était insatiable. Les routes se multipliaient, les méthodes de transport se perfectionnaient, et les profits se comptaient en millions. Pendant des mois, les opérations du cartel se déroulèrent à l'abri du regard des autorités. Escobar transportait de grandes quantités de cocaïne sans rencontrer de véritables obstacles.
Cependant, cette période d'impunité apparente prit fin en mai 1966. De retour d'une négociation en Équateur, il fut intercepté par le département administratif de sécurité colombien. À l'intérieur de son véhicule, caché dans la roue de secours, les agents trouvèrent 39 kilos de cocaïne. Ce fut sa première confrontation majeure avec l'appareil d'État. Mais Escobar ne fit pas face aux conséquences comme n'importe quel citoyen. Au lieu de purger une peine de prison, il réalisa l'impensable. Corrompre non pas un, mais 2 juges différents afin qu'ils le relâchent, lui et ses complices. Ce fut une manœuvre précise, exécutée grâce à l'argent et au pouvoir, qui posa les bases de sa stratégie de survie. Peu de temps après, l'agent du DAS qui avait dirigé son arrestation fut assassiné de sang-froid. C'était le début d'un mécanisme qu'Escobar allait perfectionner avec le temps. Si l'on ne pouvait pas t'acheter, on t'éliminait. Dès lors, son message fut clair et brutal, corruption ou mort. Cette logique, qui serait plus tard connue sous le nom de Plata o Plomo, devint le pilier de son empire. Plata représentait la récompense pour la collaboration, Plomo, la punition pour la résistance. Peu importait que tu sois juge, policier, journaliste ou homme politique, refuser, c'était devenir une cible. À mesure que son réseau criminel se renforçait, son influence s'étendait aussi dans le monde politique. Avec d'énormes sommes d'argent, il commença à financer les campagnes de candidats alliés, principalement du Parti libéral et du nouveau libéralisme. Les dons n'étaient pas des gestes altruistes, mais des investissements pour l'avenir. Une manière de tisser un réseau de fonctionnaires qui, une fois au pouvoir, lui devraient des faveurs. L'argent du narcotrafic ne servait pas seulement à acheter des loyautés. Il achetait le silence, l'impunité et l'accès. Ainsi, Escobar commença à se déplacer au sein des institutions du pays comme s'il s'agissait d'extension de son organisation. Le soutien politique et le réseau d'influence qu'Escobar avait construit dans les cercles du pouvoir ne lui offraient pas seulement une protection, mais aussi un avantage stratégique pour développer son activité. Avec ses alliances assurées, le cartel de Medellín put opérer avec une liberté défiant toute logique durant les années suivantes. Le tournant eut lieu en 1978. Dans une ferme isolée, Escobar se réunit avec plusieurs des principaux narcotrafiquants du pays. C'est là que furent tracés les plans visant à professionnaliser l'activité, élargir les routes de distribution et transformer ce qui n'était jusqu'alors qu'une opération fragmentée en une structure multinationale. En quelques mois, les résultats furent évidents. À la fin de la même année, le cartel avait déjà introduit 19 tonnes de cocaïne sur le territoire américain. La demande continuait de croître, et Escobar, toujours pragmatique, comprit que l'étape suivante était d'optimiser la logistique. Jusqu'à ce moment, de nombreux envois étaient réalisés par des personnes appelées mules ou par des cargaisons terrestres peu sûres. Mais avec son associé Carlos Leder, Escobar misait sur une voie plus ambitieuse, l'utilisation d'avions légers adaptés à la contrebande. Ils choisirent un modèle très spécifique, le Cessna, équipé de moteurs puissants, d'une grande capacité de carburant et d'une autonomie de vol de plus de 1000 km. Ce type d'aéronef devint le cheval de bataille du cartel. Le premier vol, réussi, transporta 250 kg de cocaïne, d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. L'opération fut un succès retentissant. L'utilisation d'avions ne réduisait pas seulement les risques, elle augmentait aussi l'efficacité. Dès lors, Escobar décida d'abandonner progressivement le système des mules humaines et de concentrer les efforts logistiques sur une flotte aérienne clandestine. Avec les avions déjà en fonctionnement, Escobar et ses associés comprirent qu'ils avaient besoin d'une base intermédiaire offrant discrétion, infrastructure et proximité avec les États-Unis. C'est ainsi qu'ils identifièrent un point stratégique dans les Caraïbes, une île aux Bahamas connue sous le nom de Norman's Cay. Située au sud-est de la Floride, l'île fut acquise par Robert Vesco, un financier en fuite et collaborateur du cartel. Ensemble, ils investirent d'énormes sommes d'argent pour transformer ce paradis reculé en centre logistique du trafic de drogue. Ils y construisirent une piste d'atterrissage de plus d'1 kilomètre, un port privé, des entrepôts réfrigérés, des hangars, des habitations et même un hôtel réservé à l'usage exclusif de l'organisation. Tout était conçu dans un seul but: recevoir des cargaisons de cocaïne en provenance de Colombie, les stocker en toute sécurité
et les expédier vers le sol américain avec un minimum d'exposition. Entre 1978 et 1982, Norman's Cay devint l'artère principale de la contrebande du cartel de Medellín. Chaque week-end, Escobar et Carlos Leider survolaient les Caraïbes à bord d'avions, transportant entre 300 et 500 kilos de cocaïne. Une fois arrivés sur l'île, ils organisaient les envois vers plusieurs destinations aux États-Unis, principalement dans le sud de la Floride. Les bénéfices étaient astronomiques. En peu de temps, Escobar accumula une fortune si immense qu'il décida d'acquérir 20 km de terrain dans le département d'Antioquia. Il y construirait son symbole de puissance, la Hacienda Napol. Inspiré par l'opulence italienne, le complexe était bien plus qu'une résidence. C'était un royaume privé. Il comprenait des lacs artificiels, des sculptures, une piste d'atterrissage, une arène, et même un zoo abritant des espèces exotiques importées illégalement, des hippopotames, des girafes, des éléphants, des chameaux et des oiseaux venus de divers continents. La Hacienda Napol n'était pas seulement une démonstration de pouvoir, c'était une déclaration. Avec le temps, son zoo privé devint une attraction en soi, visité par les habitants et entretenu avec un soin digne d'un parc à thème. Tout y était conçu pour impressionner. Escobar collectionnait aussi les voitures, les motos et les avions. Certains étaient des pièces uniques, achetées par caprice. D'autres, des outils logistiques pour les opérations du cartel. Tout visait un double objectif, offrir à sa famille une vie de luxe inaccessible et maintenir en activité l'empire criminel qui alimentait sa fortune. À la moitié des années 1980, le cartel de Medellín avait atteint une position hégémonique. Escobar contrôlait plus de 80% de la cocaïne entrant illégalement aux États-Unis. Les chiffres étaient colossaux. Des tonnes franchissaient les frontières chaque semaine, générant des revenus estimés à plus de 400 millions de dollars chaque semaine. La richesse qu'il accumula le mena à figurer dans la liste des milliardaires du magazine Forbes. À son apogée, sa fortune était estimée à 30 milliards de dollars, le plaçant parmi les 10 personnes les plus riches de la planète. Ce pouvoir économique déclencha également une nouvelle étape, le désir de reconnaissance publique. Escobar ne voulait pas être seulement un puissant trafiquant, il voulait être accepté, admiré. Et pour y parvenir, il lança une campagne personnelle de philanthropie qui transforma son image dans de nombreux secteurs populaires. À Medellín, il investit des millions dans des projets communautaires, pavage des rues, construction d'écoles, réseaux électriques, centres sportifs. Son projet le plus ambitieux fut une alliance avec le service d'urbanisme pour construire 50 logements destinés aux familles sans abri. Cette initiative le rapprocha encore davantage des quartiers les plus marginalisés de la ville. Un surnom ne tarda pas à émerger pour illustrer cette contradiction, le « Robin des Bois Pesa ». Pour beaucoup, Escobar n'était pas un criminel, mais le seul à faire pour eux ce que l'État n'avait jamais fait. L'image publique d'Escobar se renforçait à grande vitesse. Il n'était pas seulement vu comme un bienfaiteur dans les secteurs les plus pauvres, mais aussi admiré comme un employeur généreux. Il payait ceux qui travaillaient dans ses laboratoires des salaires suffisamment élevés pour qu'ils puissent vivre avec stabilité, une rareté à cette époque et dans ce contexte. À mesure que son acceptation sociale grandissait aussi une vieille ambition qu'il n'avait jamais abandonnée, accéder au pouvoir par la voie politique. Décidé à légitimer son influence, il se rapprocha du Parti libéral colombien, participa au financement de campagne et finalement, en 1982, obtint un siège de suppléant au Congrès. Bien que sa position ne soit pas titulaire, elle lui conférait des privilèges significatifs. Immunité parlementaire et passeport diplomatique, lui ouvrant des portes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour Escobar, ce n'était pas un simple symbole. C'était la validation qu'il pouvait passer de chef mafieux à figure d'État. Mais son passage en politique fut bref et tumultueux. Rodrigo Lara Bonilla, alors ministre de la Justice, lança une enquête pour révéler ses véritables origines. Il ne tarda pas à exposer publiquement ses liens avec le narcotrafic, le forçant à démissionner. Escobar n'oublia jamais cette humiliation. Quelques mois plus tard, Lara Bonilla fut assassiné lors d'une attaque armée. Bien que l'auteur n'ait jamais été officiellement identifié par la justice, de nombreuses sources ont pointé Escobar comme responsable. La mort du ministre marqua la fin de son aventure politique, mais pas celle de son influence.
La menace latente de l'extradition allait, quelques années plus tard, l'amener à affronter un autre adversaire, le candidat à la présidence Luis Carlos Galán. Lors de la campagne électorale de 1989, Galán déclara que s'il remportait l'élection, il extraderait Escobar vers les États-Unis. Cette déclaration fut interprétée comme une condamnation à mort. Escobar la considéra comme un défi direct et inacceptable. Il ne tarda pas à réagir. Il organisa une tentative d'assassinat lors d'un meeting à Medellín. Une roquette RPG fut tirée sur la scène. Galán survécut, mais il était clair que la guerre contre lui avait commencé. Cette guerre atteignit rapidement son apogée. Quelques semaines après l'attentat manqué, Luis Carlos Galán fut assassiné à bout portant lors d'un événement politique dans la ville de Soacha. Il était sur le point de monter sur scène lorsqu'un tueur à gages infiltré dans la foule lui tira dessus à plusieurs reprises. L'assaillant fut capturé peu après et avoua avoir reçu $100 pour exécuter le crime. L'assassinat de Galán fut plus qu'un acte de violence. Ce fut une déclaration de guerre de Pablo Escobar à l'État colombien. Dès lors, sa campagne contre l'extradition cessa d'être secrète. Son message était clair. Il ne permettrait pas d'être envoyé dans une prison américaine, quel qu'en soit le prix. Au cours des années précédentes, Escobar avait déjà prouvé sa capacité à corrompre ou éliminer toute personne se mettant en travers de son chemin. Juges, procureurs, policiers, ministres. Mais cette fois, la pression politique et internationale était trop forte. Les pots de vin ne suffisaient plus. Face à la menace croissante d'arrestation et d'extradition, Escobar proposa une négociation au gouvernement. Il offrit de se livrer volontairement à 2 conditions. Ne pas être extradé à l'étranger et bénéficier d'un traitement spécial durant son incarcération en Colombie. La réponse fut négative. C'est alors qu'Escobar franchit une nouvelle étape. Il fonda un groupe clandestin appelé Los Extraditables, dont l'objectif était de contraindre l'État à accepter une clause de non-extradition et à accorder l'amnistie aux narcotrafiquants qui s'engageaient à abandonner le trafic. C'était une nouvelle forme de guerre, non seulement armée, mais aussi politique, médiatique et sociale. Le groupe se baptisa lui-même Los Extraditables, et sa devise était aussi directe qu'effrayante. Nous préférons une tombe en Colombie à une cellule aux États-Unis. Sous ce slogan, ils lancèrent une campagne coordonnée pour faire pression sur l'État par tous les moyens possibles. La première étape fut médiatique. Ils publièrent des communiqués dans les principaux journaux du pays, tentant de présenter leur cause comme une défense patriotique. Ils soutenaient que l'extradition violait la souveraineté nationale et qu'ils étaient les victimes d'un système judiciaire étranger. Par ces messages, ils cherchaient à légitimer leur position auprès de l'opinion publique. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils commencèrent à infiltrer les partis politiques, à financer des campagnes et à chercher des alliés au sein du Congrès. L'objectif était clair: influencer les décisions de l'État de l'intérieur du système. Pendant un moment, cette stratégie sembla porter ses fruits. En 1986, la Cour suprême de Colombie déclara invalide le traité d'extradition avec les États-Unis. Invoquant une faille juridique, il avait été signé par une délégation présidentielle et non par le président en fonction. Pour Escobar, ce fut une victoire. Cependant, la célébration fut de courte durée. Avec l'arrivée du nouveau président, Virgilio Barco Vargas, le traité fut rapidement rétabli. La diplomatie prévalut sur la pression criminelle. Face à ce revers, Los Extraditables changèrent de tactique et devinrent une organisation ouvertement terroriste. Ils déclarèrent la guerre à l'État colombien et commencèrent à exercer une violence systématique contre les politiciens, les juges, les journalistes et les civils. Le tournant décisif arriva en novembre 1989. Escobar ordonna de placer une bombe à bord du vol 203 d'Avianca, dans le but d'assassiner le candidat à la présidence, César Gaviria Trujillo. Gaviria ne monta pas dans l'avion, mais 107 personnes périrent dans l'explosion, dont 2 citoyens américains. 9 jours plus tard, la terreur frappa de nouveau. Cette fois, la cible fut le bâtiment du département administratif de la sécurité, DAS, à Bogota. Une voiture piégée explosa devant le siège, faisant plus de 50 morts et plus de 2 blessés. L'attentat marqua le sommet de l'offensive d'Escobar. À ce moment-là, il ne faisait plus de doute. Escobar était passé du statut de capot à celui de visage d'un groupe terroriste justifiant le meurtre d'innocents pour éviter l'extradition.
Au début des années 1990, la pression de l'État atteignit un nouveau niveau. Le gouvernement de César Gaviria lança une offensive sans précédent contre le cartel de Medellín, en mobilisant non seulement des ressources militaires et policières, mais aussi une pression diplomatique internationale. L'étau se resserrait. Confronté au risque réel d'être capturé et extradé, Pablo Escobar choisit de changer de stratégie. Dans un tournant inattendu, il proposa de se rendre volontairement aux autorités, en échange d'une peine réduite et d'un régime carcéral spécial. Mais avant que sa reddition ne se concrétise, en juin 1991, un événement suscita des soupçons à l'échelle nationale. La nouvelle constitution colombienne, approuvée cette même année, inclut un article interdisant l'extradition de citoyens colombiens vers les États-Unis. Cette coïncidence temporelle souleva toutes sortes de théories. Beaucoup crurent qu'Escobar et d'autres narcotrafiquants avaient influencé, directement ou indirectement, la rédaction de cette clause. Avec l'extradition écartée, le gouvernement permit à Escobar de construire sa propre prison. Ainsi naquit la cathédrale, un complexe pénitentiaire situé dans une zone montagneuse, gardé par un personnel sélectionné directement par lui. Mais la cathédrale était loin d'être une prison au sens traditionnel du terme. Elle disposait d'un terrain de football, d'un bar, d'un jacuzzi, d'une discothèque, d'une cascade artificielle et même d'une maison de poupées construite pour sa fille. Escobar fit installer un télescope depuis lequel il pouvait observer Medellín et parler avec sa famille par téléphone. Il avait accès à des lignes téléphoniques, à des ordinateurs, à un fax et à tous les moyens nécessaires pour continuer à diriger son empire depuis l'intérieur. En peu de temps, la cathédrale cessa d'être un centre de détention pour devenir un quartier général opérationnel. Pire encore, elle devint également le théâtre d'exécutions. 2 de ses associés furent kidnappés, torturés et assassinés, ce qui provoqua une forte réaction du gouvernement. En juillet 1992, les autorités décidèrent de le transférer dans une prison conventionnelle. Mais Escobar, grâce à ses réseaux d'information habituels, apprit le plan avant son exécution. Cette information lui donna un avantage. Avec suffisamment de temps pour agir, Escobar mit son plan d'évasion à exécution. Il utilisa un tunnel de fuite qu'il avait fait construire pendant les travaux de la cathédrale. Il avait tout prévu dans les moindres détails, y compris une section du mur construite avec des matériaux affaiblis qu'il pouvait facilement démolir. L'évasion fut un coup direct à la crédibilité du gouvernement colombien. L'embarras fut international. Immédiatement, les autorités lancèrent une opération conjointe avec la DEA, agence antidrogue des États-Unis, pour le localiser. Ainsi commença la dernière phase de la vie de Pablo Escobar, celle d'un fugitif permanent. Au cours des mois suivants, il se cacha à différents endroits de Medellín, toujours protégé par un réseau fidèle d'informateurs. Mais son absence se fit sentir au sein du cartel. En l'absence de leadership clair, commencèrent les arrestations de cadres intermédiaires, les désertions et les règlements de comptes. La structure criminelle la plus puissante du continent commençait à s'effondrer. Escobar resta fugitif pendant 6 mois au total. Pour l'arrêter, le gouvernement forma un groupe d'élite connu sous le nom de Bloc de Busqueda, composé d'agents spécialement formés pour une seule mission, le retrouver. Pendant longtemps, il réussit à les éviter. Mais sa chance s'épuisa le 2 décembre 1993, un jour après avoir fêté ses 44 ans. Les autorités interceptèrent un appel entre Escobar et son fils, et en utilisant la triangulation, localisèrent sa position dans le quartier Los Olivos, à Medellín. L'opération fut immédiate. Ils encerclèrent le bâtiment où il se cachait. Escobar, accompagné de son garde du corps Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, tenta de s'échapper par les toits. Mais les tireurs d'élite étaient déjà en position. En quelques secondes, une fusillade éclata. Escobar fut atteint par plusieurs projectiles, l'un dans la jambe, un autre dans le torse, et enfin, une balle mortelle qui lui traversa la tête au niveau de l'oreille. Son corps resta étendu sur le toit. La confirmation de sa mort déclencha immédiatement des célébrations parmi les membres du bloc de Busqueda. Ils avaient accompli ce qui semblait impossible, mettre fin à la vie du narcotrafiquant le plus redouté de l'histoire récente de la Colombie. Cependant, ce qui fut d'abord présenté comme une opération propre fut bientôt entouré de versions contradictoires. Qui a réellement tué Pablo Escobar?
A-t-il été abattu par la police? Ou s'est-il suicidé pour éviter l'humiliation d'être capturé? Deux éléments clés alimentent le doute. Premièrement, Escobar avait des ennemis partout au moment de sa chute. Parmi eux, un groupe clandestin connu sous le nom de Los Pep, composé de victimes et d'anciens rivaux du Capo, ainsi que de membres du cartel de Cali. Leur seul objectif était d'éliminer Escobar et d'effacer toute trace du cartel de Medellín. Deuxièmement, il y a le témoignage du propre fils du Capo. Juan Pablo Escobar, aujourd'hui connu sous le nom de Sebastián Marroquín, a affirmé publiquement et à plusieurs reprises que son père s'était suicidé. Selon lui, Escobar disait toujours que s'il se retrouvait acculé, il se tirerait une balle dans la tête, juste derrière l'oreille, pour éviter d'être capturé vivant et torturé par ses ennemis. À cette théorie s'ajoutent des révélations troublantes. Un ancien membre du cartel a affirmé que Los Pep avait offert de l'argent au bloc de Busqueda pour collaborer à l'élimination d'Escobar. Pendant des années, cette accusation fut considérée comme une simple spéculation, jusqu'à ce qu'en 2008, des documents déclassifiés par la CIA confirment l'existence de contacts entre des hauts responsables de la police nationale colombienne et les leaders du groupe de vigilance. L'un des noms figurant dans ces rapports est celui du général Miguel Antonio Gómez, alors directeur de la police. Selon les documents, il aurait partagé des informations clés avec Los Pep, contribuant indirectement à la localisation d'Escobar. Pour certains, ces révélations suggèrent qu'il a été exécuté par une alliance clandestine entre les forces de l'État et des groupes paramilitaires. Pour d'autres, il s'est simplement donné la mort avant d'être capturé. Sebastián Marroquín, le fils de Pablo Escobar, a maintenu pendant des années une explication personnelle et dramatique. Il croit que son père s'est suicidé non seulement par fierté, mais aussi pour protéger sa famille. Selon son récit, Pablo était convaincu que ses ennemis ne se contenteraient pas de le capturer. Il s'en prendrait à son épouse, à ses enfants et à toute personne portant son nom. Il affirme que lors de leur dernière visite, Pablo a pleuré comme s'il savait qu'il ne se reverrait plus. Pour lui, cet adieu était définitif. Les versions de sa mort continuent de diviser les opinions, mais un fait ne fait aucun doute. Une balle a traversé son crâne derrière l'oreille. Un tir qui, qu'il ait été de sa propre main ou non, mit fin au règne du narcotrafiquant le plus redouté de l'histoire de la Colombie. Son corps fut enterré le 3 décembre 1993, à peine 2 jours après son anniversaire et 1 jour après sa mort. L'enterrement fut plus qu'une cérémonie funéraire. Ce fut le dernier acte d'une figure ayant laissé une empreinte aussi profonde que contradictoire. Au cimetière, des milliers de personnes l'attendaient. L'événement se transforma en une scène chaotique, émotionnelle et débordante. Certains vinrent pour pleurer, d'autres, simplement, pour constater que l'homme qui avait défié l'État reposait enfin sous terre. Alors qu'un service réservé à la famille et aux proches se tenait dans la chapelle, les rues de Medellín furent inondées par une foule estimée à plus de 25 personnes. Certains portaient des t-shirts à l'effigie d'Escobar. D'autres brandissaient des pancartes, le proclamant leur héros. Pour eux, il restait le Robin des Bois qui avait défié les puissants. Le moment où le cercueil fut sorti de la maison funéraire marqua le point culminant. La foule, submergée par l'émotion, se rua sur le cercueil pour le toucher. Le chaos éclata. La police, postée aux alentours, tenta de contenir la scène. Mais ce fut inutile. Les barrières cédèrent et la situation devint incontrôlable. La situation dépassa rapidement les capacités de réponse. La police dut renforcer la zone avec des barricades et des points de contrôle. La crainte de représailles de la part des quelques membres actifs du cartel encore présents à Medellín était réelle, et l'État ne voulait courir aucun risque lors d'un événement aussi chargé de tension. Le cortège funèbre avança vers le cimetière Jardín Montesacro. La foule ne se dispersa pas. Au contraire, elle suivit le cercueil comme s'il s'agissait d'une procession religieuse. Mais à mesure que le cercueil approchait de sa destination finale, l'ambiance devenait plus hostile. Parmi les participants se trouvaient aussi ceux qui haïssaient profondément Escobar. Certains criaient, d'autres agressaient verbalement sa famille, et il y eut même des tentatives d'attaque physique. La tension atteignit un tel point que, durant la brève cérémonie, le prêtre ne put achever la prière. Le bruit et les affrontements entre les participants la rendirent impossible. Ce jour-là, le cimetière devint une scène de contradictions extrêmes. Pleurs et célébrations, respect et colère, silence et chaos. La figure d'Escobar,
même dans la mort, continuait de diviser la Colombie. Parmi les personnes présentes se trouvait le président de l'époque, César Gaviria. Bien qu'il ait été le principal artisan de l'opération ayant conduit à la mort du capot, il assista pour témoigner son respect à la famille du défunt. Un geste que beaucoup interprétèrent comme le symbole de la fin d'une époque. Car au-delà du corps enterré ce jour-là, c'était une ère qui s'achevait. Medellín, et tout le pays, assistaient à la fin de la domination du cartel le plus puissant de l'histoire récente. Durant les mois précédents, le groupe avait déjà commencé à s'effondrer. La pression du gouvernement, la violence interne et le harcèlement constant des PEP, une organisation paramilitaire dédiée à détruire l'héritage d'Escobar, avait affaibli ses fondations. Après la mort de son leader, l'effondrement fut inévitable. Les lieutenants furent capturés, poursuivis ou exécutés un à un. Il ne resta personne pour prendre la relève. La structure qu'Escobar avait bâtie avec du sang et des dollars s'effondra. La chute du cartel de Medellín ne signifia pas la fin du narcotrafic en Colombie. Elle ouvrit simplement la voie à d'autres groupes pour prendre sa place. Le cartel de Cali fut le premier à capitaliser ce vide, et durant les années suivantes, il contrôla une grande partie du trafic international de cocaïne. Mais son règne fut également éphémère. Au milieu des années 1990, le gouvernement colombien démantela sa structure. Pendant ce temps, la famille d'Escobar vivait son propre enfer. Malgré tout ce qu'il avait fait, Pablo Escobar restait, pour son fils Juan Pablo, un père. Et c'est cette dimension familiale qui alimente sa théorie selon laquelle son père se serait donné la mort non seulement pour éviter l'humiliation d'être capturé, mais aussi pour les protéger. Cependant, sa mort n'apporta pas la paix à ses proches. Au contraire, elle les laissa exposés. En 1995, sa veuve, Maria Victoria Henao, fut contrainte de fuir la Colombie avec ses 2 enfants. Ils voyagèrent à travers plusieurs pays à la recherche d'asile, mais rencontrèrent un refus systématique. L'ombre de Pablo Escobar les poursuivait à chaque frontière. Pendant cet exil, le cartel de Cali, ennemi juré d'Escobar, exigea une compensation financière de la famille, arguant que Pablo leur avait déclaré la guerre. Maria, craignant pour la vie de son fils, accepta les conditions. Elle paya ce qu'on lui demanda et promit de ne pas chercher vengeance ni permettre que Juan Pablo suive les traces de son père. Pendant un temps, ils parvinrent à une certaine stabilité. Maria réussit à se reconvertir en agent immobilier et à maintenir un profil discret. Mais son passé la rattrapa lorsqu'un associé découvrit sa véritable identité et disparut avec une somme importante d'argent. L'incident se termina par son arrestation. Elle passa 6 mois en prison, tandis que les autorités enquêtaient en profondeur sur ses activités financières. Elle fut finalement libérée. Aucune preuve d'activité illégale ne fut trouvée. Son entreprise était légitime. Depuis lors, la famille Escobar a tenté de mener une vie normale. Mais ce nom associé à la violence, au pouvoir et à la mort reste un lourd fardeau. Aussi fort qu'ils essaient, échapper à l'héritage de Pablo Escobar n'a pas été chose facile. Avec le temps, Sebastián Marroquín, le fils de Pablo Escobar, décida de raconter sa version des faits. Il le fit à travers un livre intitulé Pablo Escobar, Mon père, dans lequel il relate non seulement la vie du capot, mais aussi les conséquences dévastatrices que cette histoire a eues sur sa famille. Loin de sombrer dans l'oubli, la figure d'Escobar est restée vivante dans l'imaginaire collectif. Medellín, la ville qui fut autrefois un symbole de terreur, avec une moyenne de 19 meurtres par jour durant ces années les plus sombres, a renaît comme une destination touristique. Et cela, en partie, grâce au vif intérêt international suscité par l'histoire de son résident le plus infâme. De plus en plus de visiteurs arrivent, attirés par les livres, les films et les séries comme Narcos, qui ont contribué à transformer l'histoire d'Escobar en un récit d'action, de crime et de pouvoir. Beaucoup de touristes cherchent à marcher sur les traces du narcotrafiquant, à visiter les maisons, caches et points névralgiques de ses opérations. À Medellín, il existe même un musée installé dans l'une de ses anciennes planques. On y expose des objets personnels, sa Mercedes-Benz criblée d'impacts de balles, des fragments d'avions utilisés pour le trafic, ainsi que des meubles avec des compartiments secrets où il cachait de l'argent liquide. La violence qui a marqué toute une génération a, paradoxalement, fini par enrichir la ville. Le tourisme lié au phénomène Escobar est devenu une source de revenus qui dynamise l'économie locale.
La célèbre Hacienda Napol, abandonnée après la fuite de sa famille, a également changé de fonction. Ces hippopotames exotiques laissés sur place car trop grands pour être confisqués ont erré librement pendant des années dans les environs. Avec le temps, ces hippopotames se sont transformés en une population hors de contrôle. Sans prédateurs naturels et dans un environnement riche en végétation, ils ont commencé à se reproduire à un rythme accéléré. Ils erraient librement dans le département d'Antioquia, interagissant de plus en plus avec des zones habitées. En 2014, on comptait déjà plus de 40 individus vivant à l'état sauvage. Aujourd'hui, on les appelle les hippopotames de la cocaïne. L'Hacienda Napol a également connu une transformation. Après des années d'abandon, l'État colombien l'a expropriée sous la loi d'extinction de propriété et l'a remise à des familles à faible revenu. Avec le temps, le terrain a été reconverti en parc à thème avec attractions, zoos, musées et hôtels de luxe. Une ironie absolue. Le cœur de l'empire d'un narcotrafiquant, devenu une destination touristique et un moteur économique légal. Quelque chose de similaire s'est produit avec la cathédrale, la prison privée depuis laquelle Escobar dirigeait le cartel pendant un temps. Après son évasion en 1992, le lieu resta abandonné pendant plus d'une décennie, devenant un symbole d'impunité et de décadence institutionnelle. Mais en 2007, un groupe de moines bénédictins s'est installé sur le site. Loin du bruit urbain, ils y trouvèrent un lieu propice à la méditation. En peu de temps, ils construisirent une chapelle, une bibliothèque, une cafétéria et une maison de retraite spirituelle. Ils engagèrent également du personnel local pour assurer le fonctionnement du lieu. Quelques années plus tard, la municipalité d'Envigado reconnut le travail des moines et leur attribua la propriété complète du site. Ainsi, les espaces qui incarnaient autrefois le pouvoir, la peur et le contrôle ont été réinterprétés. Non plus comme des temples du crime, mais comme des centres de réflexion ou des attractions touristiques. Mais cette transformation n'a pas effacé le passé. Pablo Escobar reste une figure qui suscite fascination, rejet et débat. Son histoire en tant que chef criminel, sa mort violente et les conséquences qu'il a laissées à Medellín et dans toute la Colombie continuent d'alimenter analyses, documentaires et discussions à travers le monde. Au-delà du mythe, un fait demeure incontestable. Son héritage, pour le meilleur ou pour le pire, n'a pas disparu. Escobar n'a pas été le seul capot à laisser une marque indélébile, mais peu ont transformé autant leur environnement, avant de faire de leur chute une partie du récit national. Sa figure a été réinterprétée, convertie en produit culturel et recyclée en tourisme historique. Une chose est certaine, son ombre, malgré le passage du temps, continue de se projeter sur l'histoire contemporaine de l'Amérique latine. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage documentaire sur l'un des personnages les plus controversés du XXe siècle. Si ce contenu vous a semblé utile, nous vous invitons à laisser un j'aime et à le partager. Cela nous permettra de continuer à créer des enquêtes sérieuses et détaillées sur les moments et les figures qui ont marqué le monde du crime et du pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de l'impact de Pablo Escobar sur l'histoire de la Colombie? Quels autres sujets aimeriez-vous que nous abordions? Votre participation rend ce projet possible. On se retrouve dans le prochain épisode.